À l'heure exacte de 9 heures, Sébastien Lecornu franchissait les portes de l'Élysée tenant sous le bras une élégante mallette noire aussi discrète que son contenu était explosif, un véritable missile administratif capable d'ébranler les fondations de la Ve République. Sous couvert d'une urgence budgétaire à régler sans délai, il exigea un tête-à-tête immédiat avec Emmanuel Macron. Ce dernier, fidèle à son flegme jupitérien, l'accueillit dans son bureau avec l'assurance tranquille de celui qui croit encore avoir la main sur le jeu. « Sébastien, mon fidèle chef du gouvernement, lança-t-il d'un ton faussement détendu en se levant. Dites-moi cette première nuit à Matignon. Pas trop noyé sous les rapports confidentiels ?» Sans un mot, Lecornu déposa sa mallette sur le bureau, planta son regard dans celui du président, le visage fermé, l'air déterminé. On lisait dans ses yeux la résolution froide d'un homme venu pour changer le cours de l'histoire. « Prenez place, monsieur le président. Ce que nous avons à échanger ne peut souffrir ni détour ni délai. » Il n'eut pas besoin d'insister. Le ton glacial, presque cérémoniel, eut l'effet d'une gifle silencieuse. Macron blême s'assit sans protester, tandis que Lecornu ouvrait calmement sa mallette et disposait devant lui avec une précision chirurgicale un paquet de documents si épais qu'il semblait peser sur l'air même de la pièce. « Que signifie tout cela, Sébastien ?» « Cela concerne, répondit Lecornu d'un ton glacial mais parfaitement maîtrisé, votre petite mise en scène baptisée Opération Fusible, et mon refus catégorique d'en être le pantin sacrificiel. » Le silence s'était abattu comme un couperet. Macron avait pâli instantanément figé comme frappé par un uppercut invisible. Comment diable Lecornu avait-il mis la main sur cette affaire, et surtout aussi vite ? Cette manœuvre n'était-elle pas censée rester confinée dans les recoins les plus opaques de l'Élysée ? Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir, balbutia Macron tentant de reprendre contenance malgré le sol qui se dérobait sous ses pieds. Sans un mot, Lecornu extirpa le premier document de sa pile et le fit glisser lentement devant le président. Une copie limpide du plan initial de l'opération signée de la main d'Alexis Kohler avec griffonné dans la marge cette note surréaliste, validée et adorée. Vous êtes perdu ? Pas de souci. Laissez-moi rafraîchir un peu votre mémoire. Voici le schéma dans lequel vous m'avez assigné le rôle du fusible idéal chargé d'absorber l'explosion budgétaire que vous avez vous-même amorcée. Et sans attendre de réponse, il enchaîna avec un second document. Voilà les véritables données sur la dette nationale. Celles que vous dissimulez soigneusement au Parlement comme au peuple depuis des mois. Il sortit un troisième feuillet. Et là, ce sont vos jolies prédictions fantaisistes envoyées à Bruxelles de la pure fiction budgétaire concoctée pour endormir nos partenaires européens. Puis un quatrième. Mais ceux-là sont mes préférés, vos échanges de mails d'hier avec Alexis Kohler où vous vous félicitez tout sourire numérique d'avoir enfin déniché le fusible idéal pour encaisser la tempête des réformes impopulaires. Macron blême regardait s'empiler les pièces à conviction, comme on observe les briques de sa propre tombe. Chaque page était une gifle, ses ruses, ses omissions, ses coups tordus, tout était là sous ses yeux noirs sur blanc. Vous savez, commença-t-il d'une voix hésitante, le contexte est complexe. Il y a des logiques institutionnelles que vous ne percevez peut-être pas. Complexe, rugit Lecornu. Vous appelez ça complexe ? Falsifier les comptes de l'État, manipuler les citoyens, rouler nos alliés dans la farine et me désigner comme victime expiatoire de votre stratégie. Voilà ce que vous appelez de la complexité ? Il se leva lentement, regarda Macron droit dans les yeux et conclut avec une amertume glacée. C'est une chose de dévouer sa carrière à la République, mais c'en est une autre de réaliser qu'on l'a gaspillée au service d'un homme qui traite la France comme un vulgaire jouet présidentiel. Macron tenta tant bien que mal de reprendre la main. « Sébastien, restons calmes, je vous en prie. Vous n'avez peut-être pas conscience des véritables enjeux ici. » Lecornu éclata d'un rire sec sans joie. « Les enjeux. Oh, je les vois avec une clarté absolue. L'enjeu, c'est vous, c'est votre maintien au sommet. Et pour cela, vous êtes prêt à brûler tout ce qui bouge, y compris vos propres alliés. » Il se rassit lentement face au président comme un procureur prêt à rendre son verdict, puis fit claquer sur le bois du bureau une nouvelle liasse épaisse et menaçante. « Tenez, voilà ma réponse à votre opération fusible, un rapport de 300 pages,
chaque ligne creusée dans la roche de vos mensonges. On y trouve vos promesses envolées, vos chiffres bidonnés, vos tours de passe-passe médiatiques. Et ce n'est pas tout, les preuves sont là, les témoins aussi. Et chaque mot est adossé à un document officiel. Ce n'est plus un dossier, c'est votre miroir, Monsieur le Président. Macron avait à peine feuilleté les premières pages que son visage virait au gris cendre. Chaque ligne qu'il lisait enfonçait un clou de plus dans le cercueil de sa carrière politique. Le contenu du dossier ne laissait aucun doute, c'était une bombe et elle était armée. « Qu'attendez-vous de moi ?» souffla-t-il, la voix fêlée, comme s'il savait déjà la réponse. Le cornu se pencha lentement, son regard planté dans celui du président, et répondit d'un ton plus tranchant qu'une lame. « Ce que je veux, que vous quittiez immédiatement l'Élysée. Vous avez exactement 24 heures pour annoncer votre démission. Si à la minute près ce délai est dépassé, chaque page de ce dossier sera entre les mains du public. » Le couperet était tombé sec, net, implacable. Macron, déboussolé, tenta de parlementer, de temporiser, de trouver une issue, mais rien n'y fit. Le cornu inébranlable remit soigneusement ses preuves dans sa mallette, se leva et, sans un mot de plus, tourna les talons. « 24 heures, Monsieur le Président, lança-t-il en atteignant la porte. Ensuite, c'est moi qui écris les règles. » À 11h30 tapante, 2 heures après son entretien explosif à l'Élysée, Sébastien Lecornu convoquait en urgence la presse hexagonale et internationale dans le grand salon de Matignon. La convocation aussi soudaine qu'inattendue éveilla la curiosité des rédactions. Les journalistes s'attendaient à une allocution classique sur les grandes lignes du programme gouvernemental. Ils étaient loin, très loin d'imaginer ce qui allait suivre. Lecornu fit son entrée d'un pas calme, presque solennel, contrastant avec l'effervescence tendue des caméras micro et flash. Il prit place derrière le pupitre, déposa devant lui une pochette rouge, encore close, leva les yeux vers l'auditoire et les fixa longuement sans dire un mot. Le silence devenait lourd, presque théâtral. Puis il parla. « Mesdames, Messieurs, si je vous ai réunis ici ce matin, c'est pour vous faire part de ma décision irrévocable. Je démissionne de mes fonctions de Premier ministre après seulement 24 heures en poste. » Une onde de choc parcourut la salle. Les regards s'échangèrent, les téléphones s'élevèrent, les caméras zoomèrent. Tous comprenaient qu'ils étaient en train d'assister à un tournant historique. Le cornu poursuivit d'une voix claire et posée. « Cette décision n'a rien d'un simple désaccord politique. Elle découle de révélations si graves qu'elles remettent en cause les fondements mêmes de notre démocratie. » Avec lenteur et gravité, le cornu ouvrit sa fameuse chemise rouge, en sortit une feuille et la brandit comme on lève une pièce à conviction dans un procès. Hier encore, à peine installé dans mes fonctions, j'ai eu entre les mains des éléments que ma conscience m'interdit de taire. Des vérités étouffées sciemment par l'Élysée depuis des mois et que chaque citoyen français mérite de connaître. Durant 3 quarts d'heure, il déroula implacable le fil rouge des dissimulations de l'ère Macron. Il cita les chiffres authentiques, soigneusement camouflés de la dette nationale. Il exposa les rapports falsifiés transmis à Bruxelles pour duper nos partenaires européens. Il révéla les promesses budgétaires fantômes faites au FMI et l'immense gouffre financier creusé par les dettes dissimulées des entreprises publiques. Mais le point d'orgue de son intervention fut la révélation d'un plan précis, cynique et calculé, l'opération fusible. Il expliqua comment Emmanuel Macron avait orchestré sa nomination, non pour servir la République, mais pour faire de lui un paratonnerre humain chargé d'absorber la colère populaire. « Ce que j'ai compris, dit-il, face à une salle figée, c'est qu'on ne m'avait pas choisi pour diriger le gouvernement, mais pour être sacrifié, jeté en pâture à l'opinion afin de couvrir les fautes du président. Et document après document, mail après mail, témoignage après témoignage, il tissa une toile d'accusation minutieusement étayée, un véritable réquisitoire politique. Sur les écrans géants derrière lui défilaient des captures d'emails, des rapports confidentiels estampillés secret défense et des extraits de conversations internes entre les plus hauts conseillers de l'Élysée. Chaque pièce, chaque mot, chaque ligne avait été soigneusement vérifiée, validée, impossible à contester. Tout était là, noir sur blanc, avec la rigueur d'un audit d'État. Devant de telles preuves, avait-il conclu d'un ton calme mais ferme, « Je ne peux pas fermer les yeux.
Je refuse de devenir le complice silencieux d'un système fondé sur le mensonge institutionnalisé. C'est la raison pour laquelle je quitte mes fonctions aujourd'hui, et c'est aussi pourquoi j'en appelle solennellement au président. Il est temps pour lui aussi d'assumer ses actes et de partir. Il n'aura fallu que quelques heures pour que l'affaire explose à l'international. Les chaînes d'infos continuaient, prenaient feu, CNN, BBC, Deutsche Welle, tous affichaient en bandeau rouge l'annonce choc. Le Financial Times titrait déjà « Le scandale politique le plus dévastateur en France depuis l'affaire Dreyfus ». À l'Élysée, c'était la panique à l'état pur. Les conseillers de Macron, déboussolés, courirent d'un bureau à l'autre comme des pompiers face à un incendie inextinguible. Mais que répondre à des documents tamponnés par leurs propres services? Comment nier des mails qu'ils avaient eux-mêmes rédigés? Comment maquiller des chiffres issus de leur propre administration? Il n'y avait plus rien à sauver. Le château de cartes s'écroulait. Macron n'était pas resté sans réaction. À 18h tapantes, il apparaissait à la télévision nationale depuis l'Élysée, le ton grave accusant, le cornu de trahison, de manipulation et même d'avoir orchestré une opération de sabotage, mais sa voix sonnait creux. Ses mots vides de substance semblaient glisser sur les faits comme l'eau sur une plaque de tôle, car face à la montagne de preuves livrées au public, ces dénégations ressemblaient davantage à des gémissements désespérés qu'à une véritable défense. La population, elle ne s'y trompait pas. L'opinion avait basculé à une vitesse fulgurante. Les sondages étaient sans appel. La cote de confiance du président chutait comme une pierre dans un puits sans fond. 60% des Français estimaient désormais qu'il avait trahi sa mission et menti à la nation. Dans les grandes villes, des foules en colère descendaient dans les rues, pancartes à la main, réclamant à pleine voix sa démission. Mais ce n'était encore qu'un prélude. Le véritable coup de massue tomba de Bruxelles. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, convoqua dans l'urgence une réunion exceptionnelle pour se pencher sur les révélations explosées autour de la manipulation des données françaises. Ce fut une première dans l'histoire de l'Union, un État membre officiellement accusé d'avoir falsifié ses comptes et menti à ses partenaires économiques. Le lien de confiance est rompu, déclara von der Leyen dans une conférence de presse glaçante. L'Europe ne peut pas fonctionner sur des mensonges. Si la vérité vacille, l'Union chancelle. Les répercussions furent aussi brutales qu'immédiates. L'euro s'écroula face au dollar comme un château de sable emporté par la marée. Les places boursières françaises prirent l'eau de toutes parts. Les marchés affolés plongeaient et pour enfoncer le clou, l'agence Standard & Poor's abaissait sans ménagement la note de crédit de la France. À Rome, Berlin, Madrid, les dirigeants européens exprimaient tour à tour leur consternation face aux révélations explosives faites par Le Cornu. La France, jadis pilier de la stabilité continentale, vacillait. Acculé, isolé, Macron n'avait plus d'échappatoire. Le 11 décembre au soir, soit tout juste 24 heures après l'ultimatum lancé par son ancien Premier ministre, il apparaissait en direct à la télévision pour annoncer ce que tout le monde pressentait déjà, sa démission. Le ton était las, la voix éteinte. Celui qui, quelques années plus tôt, se rêvait en Jupiter régnant au-dessus de la mêlée démocratique, se retrouvait réduit à l'image d'un chef déchu rattrapé par sa propre arrogance. D'un souffle presque inaudible, il lâcha « Je prends acte de la rupture de confiance exprimée par une partie de nos concitoyens ainsi que par nos alliés internationaux. Dans un esprit de responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la République, je présente ma démission au Conseil constitutionnel conformément à l'article 7 de notre Constitution et ainsi s'éteignit le règne d'un président qui pensait être intouchable. » Depuis le fauteuil encore tiède de Matignon, Sébastien Lecornu observait en silence les dernières minutes du discours présidentiel, les bras croisés, le regard fixe. Ce bureau qu'il n'avait occupé qu'un éclair 24 heures, pas une de plus lui avait pourtant suffi pour bouleverser le destin de la République. La partie était terminée, il avait triomphé. Mais ce triomphe, bien qu'historique, portait en lui une saveur amère. En révélant les turpitudes du président, il avait mis à nu les fractures profondes du pays. Derrière la chute d'un homme se cachait celle d'un système entier. Les chiffres, désormais rendus publics, faisaient froid dans le dos. La France se retrouvait nue, exposée sans masque ni parade.
L'Union européenne réclamait des explications des engagements et des réparations. Un plan de redressement douloureux s'annonçait humiliant peut-être, mais inévitable. Le Cornu savait qu'en frappant le roi, il allait faire vaciller le royaume. Il avait accompli ce qu'exigeait l'honneur, mais à un prix que la nation mettrait des années à payer. L'espoir toutefois renaissait, car cette reconstruction, aussi longue soit-elle, se ferait enfin dans la lumière et non plus dans l'ombre des manipulations. Aujourd'hui encore, quand on évoque le jour où la France a changé de cap, un seul nom revient dans toutes les bouches, le jour Le Cornu. Une journée où un homme seul contre tous a préféré perdre le pouvoir plutôt que de perdre son âme. Une journée où la probité a repris le dessus sur la stratégie. Emmanuel Macron, en croyant choisir un fusible docile, avait en réalité tendu les clés de sa propre chute. Il avait armé son remplaçant sans s'en rendre compte et s'était effondré sous le poids de son propre mépris. C'est ici que se niche l'ironie la plus cinglante de cette fresque politique hors norme, ce mandat éclair le plus bref de toute l'histoire de la Ve République, aura pourtant marqué un tournant décisif. 24 petites heures, c'est tout ce qu'il a fallu à un homme droit pour percer le vernis institutionnel, mesurer l'ampleur du pourrissement et décider contre vent et pression de tout révéler. Sébastien Lecornu n'aura été locataire de Matignon qu'un jour, un seul, mais ce jour-là, il aura été le rempart ultime contre la dérive d'un régime. Il aura suffi d'une rotation de la Terre pour faire vaciller le trône présidentiel et plonger Emmanuel Macron dans le plus violent séisme de son règne. La veille au matin dans les ors de la République, Lecornu prêtait serment devant les caméras, tout sourire figure de continuité et de stabilité. 24 heures plus tard, il claquait la porte du pouvoir d'un revers sec déposant sa démission, avec un calme glacial qui figea le sang dans les veines de Macron. Mais que s'est-il donc joué pendant cette journée fulgurante, cette parenthèse qui a fait basculer l'histoire contemporaine de la France ? Ce que vous allez découvrir dépasse de loin les intrigues habituelles des palais de la République. Le 10 décembre au matin, personne, ni le président, ni ses conseillers, ni même Lecornu lui-même, n'avait imaginé que cette nomination stratégique allait se transformer en autodafé politique. Un piège avait été tendu. Mais c'est celui qui l'avait préparé, qui y est tombé. Tout avait pris racine la veille dans le calme trompeur du bureau ovale de l'Élysée. Emmanuel Macron faisait nerveusement les 100 pas devant les grandes baies vitrées, scrutant les jardins où les journalistes alignés comme des vautours affamés attendaient le grand dénouement. Autour de la table ovale, ses fidèles lieutenants étaient réunis au grand complet Alexis Kohler, son bras droit indéboulonnable, depuis 8 ans. Bruno Roger Petit, le chef d'orchestre discret mais redoutable de sa communication. Et enfin, Stéphane Séjourné, l'homme invisible du pouvoir, celui qui savait tout, sans jamais apparaître nulle part. Leur mine, celle de courtisans satisfaits, le genre de sourire qu'on arbore quand on croit avoir désamorcé une bombe politique à la dernière seconde. 3 jours plus tôt, François Bayrou avait chuté sur un vote de censure surprise, plongeant l'exécutif dans une tempête institutionnelle sans précédent. Le pays grondait, les cortèges s'allongeaient, les syndicats préparaient un blocus national. Il fallait agir et vite, un nouveau visage à Matignon devenait indispensable. Sébastien Lecornu est notre meilleure option, affirma Kohler en feuilletant son dossier. Il est loyal jusqu'à l'os, connaît parfaitement les dossiers défense et, surtout, il suspendit sa phrase le regard appuyé. Il ne risque pas de poser trop de questions sur l'état réel des finances publiques. Macron esquissa un sourire complice. C'était exactement le genre de docilité stratégique qu'il recherchait. Aux yeux du palais, Lecornu cochait toutes les cases du parfait fusible prévisible docile, formaté pour obéir. Cet ancien ministre des Armées n'avait jamais dévié d'1 millimètre des directives présidentielles. Un soldat politique, pas un stratège. L'Élysée le pensait incapable d'entrevoir le chaos soigneusement dissimulé sous les tapis rouges de la République. Parfait, glissa Macron en redressant sa cravate avec satisfaction. Sébastien connaît les règles. Il appliquera nos décisions sans faire de remous. Roger Petit, déjà en train de pianoter sur son téléphone, leva les yeux. « Monsieur le Président, les journalistes attendent le signal. Quel est le message qu'on envoie à la presse expérience ?»« Loyauté, stabilité », répondit Macron sans réfléchir.
un homme sûr dans une période instable. Mais aucun d'eux, pas même le plus paranoïaque des conseillers, ne pouvait imaginer ce qui se passait à ce même instant à peine quelques kilomètres plus loin. Dans un bureau feutré du ministère de la Défense, Sébastien Lecornu venait de recevoir un appel qui allait faire imploser tous leurs calculs. Il était exactement 16h47 lorsque son téléphone personnel vibra. Un numéro inconnu. Il hésita puis décrocha. Et là, en une fraction de seconde, tout bascula. Car la voix à l'autre bout du fil le glaça jusqu'à l'os. « Sébastien, ici Jacques Chirac. Il faut que nous parlions. Ce soir, chez moi, 20h. Seul. Absolument seul. » Lecornu en avait presque laissé tomber son téléphone. Jacques Chirac. Le même Chirac officiellement retiré des affaires depuis des années. Pourquoi l'ancien président sortait-il de son silence et surtout, comment pouvait-il déjà être au courant d'une nomination qui n'avait même pas encore été rendue publique? Écoute-moi bien, Sébastien avait poursuivi la voix affaiblie par le temps, mais toujours empreinte de cette autorité tranquille qui ne demandait jamais deux fois. Ce que Macron te prépare dépasse tout ce que tu peux imaginer. Avant d'accepter cette fonction, il y a des vérités qu'il ne te dira jamais et que tu dois pourtant connaître. Le lieu du rendez-vous, son appartement discret du boulevard Saint-Germain, loin des micros, des regards, des fuites. À 20h précises, Lecornu s'y rendit ponctuel et tendu. En entrant, il trouva Chirac déjà installé à son bureau cerné de piles de dossiers, le regard concentré comme s'il n'avait pas quitté sa chaise depuis des heures. « Jacques, qu'est-ce qui se passe ?» interrogea-t-il en s'asseyant face à son ancien mentor. Chirac n'y alla pas par 4 chemins. Il attrapa lentement un dossier épais, frappé d'un tampon rouge vif, « Confidentiel défense ». Il le poussa en direction de Lecornu avec une lenteur solennelle comme on remet un secret trop lourd à porter à un homme prêt à le recevoir. Dans ce dossier, expliqua Chirac d'une voix sombre, tu trouveras la véritable radiographie financière du pays. Pas les chiffres maquillés que Macron récite devant les députés ou qu'il sert aux journalistes. Non. Ici, c'est la version brute, celle que même ses ministres n'ont jamais vue. Lecornu entr'ouvrit le lourd classeur. Dès les premières lignes, un frisson lui remonta l'échine. Les pages révélaient une réalité vertigineuse. La dette réelle de la France n'était pas de 110% du PIB, comme fanfaronné publiquement, mais flirtait dangereusement avec les 180%, une fois intégrés les engagements dissimulés. Quant aux entreprises publiques, leurs pertes maquillées équivalaient à 400 milliards d'euros de dettes invisibles, soigneusement mises hors champ des comptes officiels. « C'est impossible !» souffla Lecornu, le visage figé. « Comment une telle supercherie a-t-elle pu tenir si longtemps ?» Chirac hocha la tête, l'air encore plus grave, tout en faisant défiler les pages suivantes du doigt. « Et encore, murmura-t-il, tu n'as rien vu. Le pire se trouve plus loin. » « Ouvre donc la section des prévisions pour 2026, dit Chirac d'un ton grave. Si rien ne change dans 1 an et demi, la France touchera le fonds techniquement en cessation de paiement. Et personne à Bruxelles ne le sait parce que Macron leur sert volontairement des bilans truqués. » Lecornu tournait les pages à la chaîne, les yeux écarquillés. Ce qu'il découvrait dépassait de loin l'alerte budgétaire. C'était une campagne de désinformation menée depuis les plus hauts sommets de l'État. Les tableaux envoyés à la Commission européenne relevaient de la fiction pure sans aucune base dans les comptes nationaux réels, les promesses faites au FMI construites sur du vent, un mirage budgétaire. Cela faisait des mois que la France mentait sciemment à ses alliés pour cacher la déroute de ses finances publiques. Mais ce qu'il découvrit ensuite fit voler en éclats ce qu'il croyait déjà choquant. En plein milieu du dossier, Lecornu tomba sur un papier qui lui arracha littéralement un sursaut. Un document minutieusement daté d'il y a 3 semaines, titré sans détour « Opération fusible, stratégie de gestion de la crise budgétaire par manipulation ministérielle ». Ils avaient planifié ma mise à mort politique, souffla-t-il stupéfait comme s'il se réveillait d'un cauchemar. Chirac confirma d'un hochement de tête lourd de sens. Tu étais l'homme choisi pour endosser le choc frontal. L'idée était simple, te nommer, te faire découvrir par hasard la catastrophe comptable, te pousser à réagir publiquement avec effroi, t'imposer un plan d'austérité impopulaire et te laisser sombrer sous la colère populaire. Une fois sacrifié Macron, n'aurait eu qu'à revenir sur scène auréolé du rôle du sauveur éclairé.
Ce plan, c'était du machiavélisme à l'état pur. Une mécanique froide et huilée où le cornu n'était qu'un pion jetable placé là pour encaisser les coups, servir de paratonnerre à la colère populaire puis être éjecté sans ménagement une fois son rôle accompli. Le tout pour permettre à Macron de se hisser en sauveur indemne sur les ruines de son propre gouvernement. « Mais pourquoi me révéler tout ça ?» souffla le cornu encore sonné par l'ampleur du piège. Chirac lentement s'était levé. Il s'était approché de la fenêtre, contemplant Paris comme on regarde un pays au bord du gouffre, parce que toute ma vie je l'ai dédiée à cette République. Et je refuse de l'avoir démolie par le cynisme d'un seul homme. Et surtout parce que je te connais, Sébastien. Tu n'es pas comme eux. Tu as une boussole morale. Et tu mérites de savoir dans quel traquenard on essaie de t'enfermer. Cette nuit-là, pas une seconde de sommeil. Le cornu silhouette figé dans le silence de son bureau avait décortiqué jusqu'à l'aube la pile explosive que lui avait remise Chirac. Page après page, chiffre après chiffre, il voyait se dessiner la trahison, une trahison méticuleusement emballée dans de beaux discours républicains. Macron ne s'était pas contenté de lui mentir, il l'avait destiné à la fosse comme un fusible qu'on grille pour sauver l'appareil. À 3 heures précises, les yeux cernés mais l'esprit en feu. Le cornu s'était levé. Il savait désormais ce qu'il allait faire. Si l'Élysée pensait le manipuler sans conséquence, il allait leur montrer qu'on ne tend pas un piège à un homme qui a encore son honneur. Le jeu allait continuer, oui. Mais cette fois, c'est lui qui tiendrait les cartes. Au petit matin, devant les caméras et les dorures de la République, le cornu avait enfilé son masque avec brio, sourire mesuré, accolade bien placée, mots creux sur le service de la nation, un acteur impeccable dans une pièce soigneusement orchestrée. Mais derrière cette façade lisse, c'était un volcan prêt à exploser. Il connaissait déjà les coulisses du piège. Et dès que la porte de Matignon s'était refermée sur lui, il avait enclenché la contre-offensive. Officiellement, ses premiers gestes relevaient de la routine, se mettre au courant des dossiers économiques, s'approprier les chiffres. En réalité, il posait les premières briques d'un réquisitoire explosif contre son propre président. Et il allait le faire avec les outils même de l'État. Sa première requête avait jeté un froid. Je veux l'intégralité des données réelles sur la situation financière du pays. Pas les versions filtrées pour la presse. Je parle des chiffres bruts, tous les engagements hors bilan compris. Michel Cazeneuve, son bras droit formé aux arcanes de la haute administration, avait levé un sourcil prudent. Certains de ces rapports sont classés secret défense. Le cornu l'avait interrompu net, le regard acéré. Après le chef de l'État, c'est moi qui ai le plus haut niveau d'accès. Je ne veux pas un résumé. Je veux la vérité. Sans filtre. En l'espace d'une matinée, Matignon s'était métamorphosé en véritable salle de commandement. Le bureau de Le Cornu croulait sous les dossiers classés véritables prévisions économiques, dettes camouflées des entreprises d'État, accords internationaux non budgétés trous noirs des finances locales. Et plus il avançait, plus il constatait que la vérité dépassait de loin tout ce que lui avait révélé Chirac, mais il ne comptait pas s'arrêter à ces chiffres. Il avait exigé un élément que personne n'avait jamais osé demander auparavant, l'intégralité des archives de communication de l'Élysée. Chaque discours, chaque interview, chaque chiffre relayé publiquement par Macron et son entourage depuis le début du quinquennat. Vous cherchez à repérer les incohérences, avait risqué Cazeneuve perplexe. Disons que je suis curieux de voir jusqu'où s'étend le storytelling, avait répondu le cornu un rictus au coin des lèvres, en coulisses. Le cornu bâtissait patiemment une véritable bombe à retardement, un dossier explosif retraçant 12 mois d'enfumage présidentiel. Il y rassemblait une à une toutes les promesses sabordées, les statistiques savamment trafiquées et les vérités maquillées avec l'art d'un illusionniste cynique. Sa mission était claire, prouver que le macronisme n'était rien d'autre qu'un exercice de communication déguisé en gouvernance. Ce jour-là, en fin d'après-midi, il tomba sur un élément qui acheva de faire bouillir son sang. Dans les échanges confidentiels entre les équipes de l'Élysée et celles de Matignon, un email daté de la veille attira son attention. Il provenait d'Alexis Kohler, le bras droit du président, et il écrivait à ce dernier « Sébastien est l'homme idéal ». Il est assez obéissant pour suivre la ligne au départ, mais suffisamment droit pour que sa chute semble sincère une fois qu'on lui aura balancé la vérité. La réponse de Macron aurait pu figurer dans un manuel de manipulation politique de haut vol parfait.
Son image d'homme droit rendra sa chute d'autant plus crédible. Lancez les préparatifs de l'opération fusible. En lisant cela, le cornu sentit ses mâchoires se crisper. Ce n'était même plus de la trahison, c'était du mépris pur. À ses yeux, il n'était qu'un rouage à usage unique, une silhouette jetable destinée à encaisser les coups à sa place. Un pion sacrificiel utile, le temps d'absorber la tempête avant d'être poussé hors du jeu avec un sourire poli. Ce message fut la goutte de trop. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il ne pouvait pas laisser passer cette mascarade sans réagir. Pas seulement pour lui-même, mais pour tous les fonctionnaires et les serviteurs de l'État que l'on traitait comme du mobilier politique interchangeable. Ce soir-là, le cornu convoqua d'urgence ses plus fidèles collaborateurs. Officiellement, il s'agissait de discuter de la feuille de route du gouvernement. En réalité, c'était l'acte de naissance d'un soulèvement silencieux contre l'Élysée. « Mesdames, Messieurs !» lança le cornu en prenant place au bout de la grande table du Conseil. Sa voix calme mais tranchante coupa net les chuchotements. La tâche que je vais vous confier risque de vous déstabiliser. J'ai besoin d'un rapport exhaustif répertoriant toutes les contradictions, toutes les zones d'ombre, toutes les incohérences de l'action gouvernementale depuis... Cazeneuve fronça les sourcils décontenancés. Vous demandez un audit global, monsieur le Premier ministre. Le cornu secoua lentement la tête. Non, je veux les preuves, chaque mensonge, chaque camouflage, chaque manipulation de l'opinion. Rien de filtré, rien d'adouci. La salle se figea. Un froid pesant s'abattit sur les conseillers. Jamais dans toute l'histoire de la vieille République, un Premier ministre n'avait exigé un dossier à charge contre le président qui l'avait nommé quelques heures plus tôt. La responsable communication prit son courage à deux mains. Puis-je connaître la finalité de cette enquête? Le cornu esquissa alors un sourire glacé, un sourire qui n'avait rien d'amical. L'objectif, Emmanuel Macron. Ni plus ni moins. Il est temps qu'il récolte exactement ce qu'il a semé. Cette nuit-là, le cœur de Matignon battait à un rythme frénétique. Les couloirs résonnaient du bruit des claviers, des imprimantes, des téléphones qui crépitaient. Dans une ambiance de guerre froide, les collaborateurs de Le Cornu, yeux cernés et mines tendues, plongeaient dans des décennies d'archives gouvernementales. Tout était passé au peigne fin courriel oublié, rapports confidentiels, discours publics. Objectifs démontés pièce après pièce, le grand théâtre de l'illusion macroniste. Et quel décor, chômage trafiqué, bilan économique, repeints comme des fresques de propagande, réformes, déguisées en progrès social alors qu'elles étaient punitives, promesses de campagne évaporées, accords internationaux enjolivés pour les caméras. Tout y passait. Face à lui, le cornu avait désormais l'arme nucléaire, un dossier explosif de plus de 2000 pages sourcé bétonné indiscutable. Ce n'était plus seulement la présidence de Macron qui tremblait, mais toute l'architecture mensongère de son quinquennat. Et pendant que Matignon virait au bunker, l'Élysée, à quelques encablures, dormait sur ses deux oreilles. Macron, persuadé d'avoir délégué le sale boulot à l'homme idéal, ignorait encore qu'il venait d'offrir les clés de sa chute à celui qu'il croyait contrôler. Le 11 décembre au matin, le cornu ouvrit les yeux avec cette sérénité rare qu'ont ceux qui savent avoir enclenché une tempête. Son dossier était ficelé, prêt à exploser, 300 pages de révélations fracassantes, recoupées, sourcées, impossibles à contester. Assez pour réduire en miettes la façade de respectabilité de Macron et dynamitèrent tout son premier cercle. Mais il ne comptait pas s'arrêter là. Hors de question de tirer sa révérence à la manière d'un technocrate apeuré. Non. Lui voulait marquer au fer rouge le récit national. À 9h tapantes, il franchissait les grilles de l'Élysée, le dossier serré sous le bras. Il exigeait une entrevue immédiate avec le président sous prétexte d'une urgence d'État. Macron l'accueillit avec le sourire satisfait de celui qui croit que tout roule. « Sébastien, j'espère que cette première nuit à Matignon ne vous a pas trop dépaysé. » En silence, le cornu déposa le dossier sur le bureau présidentiel et planta son regard dans celui de Macron. « Monsieur le Président, il est temps d'avoir une vraie discussion. » Il n'y avait dans sa voix ni colère ni hésitation, juste une gravité tranchante. Le sourire de Macron s'était figé. D'un geste sec, il jeta un œil au document. Puis, d'un ton moins assuré, « Qu'est-ce que c'est ?» Le cornu répondit avec un calme glacial,
C'est votre stratégie fusible, Monsieur le Président. Et je suis ici pour vous dire que je ne jouerai pas le rôle du pantin sacrificiel. Ce qui s'ensuivit ne fut pas un échange, mais un vertige silencieux. Macron, pâle comme un mur de cellules, était figé. On lisait sur son visage la panique d'un prestidigitateur dont le tour venait d'être éventé. Comment ce fichu Lecornu avait-il pu percer à jour un stratagème aussi bien verrouillé? Le président tenta de sauver la face dans un bafouillement maladroit. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Mais Lecornu n'était pas venu jouer aux devinettes. Il ouvrit calmement son dossier, tel un procureur prêt à instruire un procès en place publique, et déploya sous les yeux de Macron une série de feuillets comme on dévoile les pièces d'un puzzle fatal. Ah bon, peut-être que ceci vous aidera à vous souvenir. D'un geste méthodique, il aligna les pièces à conviction, le plan de l'opération fusible, avec la signature présidentielle, les chiffres truqués de la dette, les rapports maquillés envoyés à Bruxelles. Puis il sortit comme le clou du spectacle une page unique qu'il glissa sous le nez de Macron avec une lenteur cruelle. Et voilà, l'ébauche de votre discours annonçant ma démission. Il sourit sarcastique. Sébastien Lecornu, ce héros républicain qui a osé dire la vérité, c'est beau, non? Macron n'était plus que l'ombre de lui-même. Son plan si minutieusement ficelé venait d'exploser en plein vol. En face de lui, Lecornu détenait toutes les cartes, les preuves, les aveux indirects, les pièces accablantes. C'était un échec avant même le début du jeu. « Qu'attendez-vous de moi » souffla le président la gorge nouée. Lecornu se leva lentement, lissa les plis de sa veste avec calme, puis esquissa un sourire qui en disait long. « Ce que je veux, votre retrait, pas le mien, le vôtre. » Cette phrase tomba comme une guillotine. Froid net, sans appel, il laissait à Macron 2 jours, pas un de plus, pour annoncer son départ de l'Élysée. Sinon, il rendrait public chaque ligne, chaque page de son dossier explosif. « Vous n'oseriez pas, tenta Macron, la voix tremblante. Cela ferait chanceler les institutions. » Lecornu ne broncha pas. Justement, ce serait les en libérer. Et sur ces mots, il tourna les talons, abandonnant le président face à sa propre débâcle. À peine 2 heures après son face-à-face, tendu avec Macron, Lecornu convoquait les médias pour un point presse inattendu. Ce n'était pas une conférence, c'était un séisme. Droit comme un i, le regard déterminé, il annonçait son retrait immédiat de Matignon à peine 24 heures après y avoir posé ses valises. Mais attention, il ne s'agissait pas d'un simple départ, c'était une exécution politique en règle. Un discours choc minutieusement calibré dans lequel il dynamitait l'image de Macron avec une précision chirurgicale. Pendant 3 quarts d'heure, Lecornu décortiquait avec méthode les ressorts du mensonge d'État. Document à l'appui, il mettait en lumière les subterfuges, les dissimulations, les dérives autoritaires d'un quinquennat sous tension. L'opération fusible dévoilée, la dette réelle du pays chiffrée, étayée, glaçante, les falsifications destinées à Bruxelles étalées devant les caméras, et en toile de fond, une accusation frontale, celle d'un président qui, grisé par le pouvoir, avait piétiné l'intérêt général pour satisfaire sa propre survie politique. « Je ne peux pas continuer », avait-il lancé d'une voix ferme, « pas sous la bannière d'un président qui a réduit la France à une variable dans ses équations de pouvoir. Je refuse d'être complice d'un mécanisme fondé sur le travestissement permanent de la vérité et le conditionnement cynique de l'opinion publique. » Un silence lourd avait suivi avant qu'il n'assène. « C'est pour cela que je rends mon mandat. Et c'est pour cela aussi que j'appelle le chef de l'État à en faire autant, solennellement. » Le séisme fut instantané. En un éclair, les révélations fracassantes de Lecornu faisaient les gros titres de toute l'Europe. Certains journaux osaient même comparer l'affaire à un Dreyfus moderne. Les chaînes de télévision déroulaient en boucle les extraits de son discours. Les marchés paniquaient, l'euro dévissait. À l'Élysée, un état de choc généralisé. Macron tenta bien de reprendre la main. Déclaration officielle démentie, embarrassée, appel à l'unité. Mais la machine était lancée et elle le broyait sans pitié. En 2 jours à peine, sa popularité s'effondrait de 40 points. Partout dans le pays de Lille à Marseille, les foules défilaient pour réclamer une seule chose, sa démission. Ce fut Bruxelles qui porta le coup fatal.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, sortit de son silence avec la froideur d'un juge. En convoquant une réunion exceptionnelle, elle mit la France face à ses responsabilités. Et sa menace fut sans équivoque. Si Emmanuel Macron ne quittait pas ses fonctions immédiatement, la France risquait ni plus ni moins qu'une suspension de ses droits au sein des institutions européennes, une gifle diplomatique d'une violence inédite. Sous cette avalanche de pression politique, financière et populaire, Macron ne pouvait plus reculer. Le 13 décembre 2025, 3 jours, pile après avoir nommé le cornu à Matignon, il jetait l'éponge. L'homme au sourire hautain s'exprimait pour la dernière fois en tant que président de la République. Son discours, voulu digne, sonnait creux. Celui qui pensait pouvoir défier les règles de la démocratie, qui avait méprisé les avertissements et manipulé les chiffres, se tenait là vidé sans éclat. Le masque était tombé. Ce n'était plus le leader d'hier, mais un homme isolé, épuisé, devenu le symbole de l'arrogance punie. « Je prends acte », murmura-t-il, la gorge nouée, les traits tirés, des événements récents et de la rupture profonde entre moi et le peuple. La voix tremblante Emmanuel Macron déclarait son retrait. « Pour le bien de la République, je remets ce jour ma démission entre les mains du Conseil constitutionnel. » À quelques kilomètres de là, dans un bureau qu'il n'avait habité qu'une poignée d'heures, mais qui resterait à jamais gravé dans l'histoire, Sébastien Lecornu fixait l'écran sans ciller. Le fauteuil de Matignon encore tiède sous lui, il savait qu'en une journée, il avait renversé l'échafaudage d'un pouvoir cynique. Il n'était plus seulement le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, il était devenu celui qui avait terrassé le monarque républicain. Et par ce geste, il venait de rendre à la démocratie française un souffle qu'on croyait perdu. Pourtant, derrière cette victoire éclatante, un arrière-goût de cendre s'imposait. En renversant Macron, Lecornu n'avait pas seulement mis fin à un règne, il avait aussi mis le pays face à un gouffre que l'Élysée s'acharnait à masquer. Une fois les chiffres authentiques dévoilés, la France s'enfonça dans une récession brutale. Les capitales européennes, stupéfaites par l'ampleur des falsifications, réclamaient désormais compensation et garantie. L'Hexagone, isolé comme jamais, se voyait forcé de discuter avec le FMI d'un plan de sauvetage dont l'humiliation ferait date. Le cornu en avait pleinement conscience. Il n'avait pas agi pour triompher, mais pour empêcher la nation d'être engloutie dans un mensonge permanent. Le prix lui serait colossal. Il faudrait des années pour réparer les dégâts accumulés sous l'ère Macron. Mais au moins le pays pourrait enfin avancer en regardant la vérité en face et non une illusion savamment décorée. Désormais, lorsqu'on évoque les 24 heures qui ont bouleversé la France, un seul nom revient, celui de Lecornu. Une journée. Juste une. Mais suffisante pour qu'un homme incorruptible préfère immoler sa carrière plutôt que d'entériner un système rongé par la falsification. Ces 24 heures ont rappelé à tout un peuple qu'au cœur d'une démocratie même vacillante, la sincérité finit toujours par percer la brume des mensonges. Emmanuel Macron croyait avoir déniché en Lecornu la pièce idéale de son échiquier politique, un pion docile, un rempart commode. Ironie suprême, c'est ce pion qu'il avait voulu sacrifier qui provoqua l'écroulement de son propre château de cartes. En voulant faire de l'intégrité un outil, il avait offert à cette intégrité les moyens de le pulvériser. Voilà tout le paradoxe de cette saga. Ce mandat express de 24 heures le plus bref de la Ve République fut aussi celui qui fit trembler les fondations du pouvoir. Un éclair de lucidité dans la tempête porté par un homme qui refusa d'être complice de la corruption ambiante et qui décida en un jour de tout révéler. Lorsque les historiens ouvriront le chapitre de cette époque troublée, il restera sans doute se souvenir dans les heures les plus sombres de notre République, un homme s'est dressé. Même si ce ne fut que pour une poignée d'heures, même si le coup fut immense, même si le lendemain restait flou, Sébastien Lecornu n'aura été Premier ministre que le temps d'un lever de rideau, mais ce court instant aura suffi à redonner un souffle de vérité à une démocratie vacillante. Ouais,